Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui nous allons découvrir les 10 armes les plus puissantes de DC Comics. Accrochez-vous parce qu'il y a du très lourd. Voilà, j'ai regardé beaucoup de tops sur internet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient dit, c'est absolument n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont oubliés, qui sont beaucoup trop puissants, donc voilà, on va rétablir finalement un ordre distinct. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 10 finalement, parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à classer, mais là je pense que le top que je vous propose est vraiment pas mal et très objectif, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on part tout de suite. God Killer est une épée créée par Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge en personne, donc si tu veux le mec connaît un peu ce domaine là, c'est un peu sa spécialité, et donc il va créer cette épée exclusivement pour Deathstroke afin qu'il puisse parvenir à tuer un titan, sachant qu'évidemment dans la mythologie les titans sont les parents des dieux, donc si tu veux c'est quand même un niveau qui est assez élevé. Donc évidemment la lame est magique, elle s'adapte évidemment à son utilisateur, veut prendre la forme qu'elle veut, et avec God Killer entre les mains, Deathstroke est parvenu à des véritables exploits. Il a notamment failli battre Wonder Woman qui a dû appeler toutes ses Amazones pour espérer le battre. Il s'est évidemment aussi tapé avec Superman qui l'a complètement explosé. Bon voilà, Superman a fini par le maîtriser, mais regardez juste la puissance et la violence du truc, vraiment ce n'est pas à prendre à la légère. Et enfin évidemment il a réussi à tuer un titan, donc Lapétus qui est un titan vraiment extrêmement puissant au niveau d'un dieu quasiment. Il a réussi à le trancher en deux et à vraiment arracher son cœur avec l'épée, donc vraiment pour vous dire la puissance, alors que Deathstroke n'est qu'un simple humain quasiment. Il a juste un petit sérum en plus pour le booster un petit peu, mais vraiment c'est quasiment un humain, enfin franchement c'est assez abusé comme pouvoir. Et c'est pas fini parce que accrochez-vous bien, le God Killer finira entre les mains de Cheetah, donc déjà c'est une extrêmement mauvaise idée. Et en plus du coup grâce à cette arme elle réussira à tuer Aphrodite, la déesse de l'amour, donc vraiment, enfin c'est exprès pour tuer des dieux vous me direz, mais ça marche extrêmement bien. Vous connaissez tous la Hellbat, c'est l'armure la plus puissante de Batman. Avec, il a tout simplement été capable de vaincre Darkseid, donc pour vous dire le niveau de puissance est complètement abusé. Darkseid, qui je le rappelle est un nouveau dieu, donc vraiment son niveau de, enfin c'est immortel etc, c'est extrêmement puissant, vous savez bien. Et donc la résistance phénoménale de la Hellbat vient du fait qu'elle a été forgée par Superman dans le soleil, rien que ça. Ensuite Green Lantern a donné son pouvoir à l'armure pour qu'elle puisse voler. Flash lui a donné un morceau de sa Speed Force pour que l'armure soit complètement éclatée à la Speed Force et qu'elle puisse bouger à une vitesse incroyable. Ensuite c'est Cyborg qui a créé l'intelligence artificielle qui contrôle l'armure, parce qu'évidemment en utilisant la Speed Force ça va plus vite que le cerveau de Batman, donc il veut pas tout gérer. Et enfin Aquaman et Wonder Woman ont rendu l'armure extrêmement résistante. Bon évidemment cette armure est extrêmement puissante, ça permet à Batman de rivaliser avec les trucs contre lesquels il ne pourrait pas se battre évidemment, et finalement parce que comme c'est un peu le héros principal il faut quand même qu'il puisse se battre. Mais bien sûr tout cela se fait au détriment de sa santé, parce qu'évidemment on voit sa peau commence à fondre, enfin et s'il utilise trop longtemps l'armure et ben il finit par crever, ce qui est plutôt logique finalement. Après on sait qu'elle a été utilisée par d'autres personnages comme par exemple Lois Lane pour se battre contre l'Éradicator, donc c'est pas spécifique à Batman, mais cette arme en tout cas est extrêmement puissante pour n'importe quel humain. Les Motherbox sont des ordinateurs vivants, en fait on sait pas trop, c'est à mi-chemin entre le vivant et l'ordinateur, en tout cas c'est les outils finalement des nouveaux dieux comme par exemple Orion etc, même Darkseid qui en utilise très souvent. Leur puissance est vraiment incommensurable parce qu'elles sont reliées directement à l'énergie de la source. Cette énergie qui vous le savez est à la base même de l'omnivers DC Comics, et grâce à cette connexion finalement à la source ça leur permet d'ouvrir notamment des boom tubes pour traverser finalement l'univers, voire même le mur de la Speed Force qui relie du coup les différents royaumes que vous voyez sur la carte au multivers du coup classique avec les différentes terres. Mais elles ont bien d'autres pouvoirs comme par exemple finalement la manipulation de la gravité, la manipulation finalement des êtres vivants un peu communs. Elle peut aussi faire fusionner différents êtres vivants, elle peut faire évoluer les différentes machines, enfin elles ont tout un tas de finalement de fonctionnalités qui sont extrêmement abusées, surtout sur des êtres non cosmiques. Et bien sûr, chose importante à savoir, c'est que les Motherbox ne sont pas toutes les mêmes, finalement il en existe des spécifiques, comme par exemple celle d'Orion que je vous ai dit qui permet finalement de contrôler sa rage. On a aussi celle du coup des Forever People qui permet d'invoquer le Infinity Man, on en fera une vidéo à part si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et autre truc intéressant à savoir, il existe aussi une Fatherbox, du coup l'inverse d'une Motherbox, qui a été créée du coup non pas par l'énergie de la source mais finalement par l'énergie du chaos, donc l'énergie de l'anti-source on pourrait dire. En tout cas elle est reliée directement à l'équation d'anti-vie qu'on appellera plus tard l'énergie de crise, mais bon je vous rentre pas dans les détails parce que c'est un peu le bordel, allez voir cette vidéo. À la 7ème place, on retrouve la bien connue lance du destin qui n'est autre que la lance qui a transpercé Jésus-Christ quand il était sur la croix. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que son pouvoir change en fonction des différentes adaptations et en fonction des différents reboots, mais en gros, un coup, elle peut finalement remodeler la réalité et en gros, en fait, tout son pouvoir de base, c'est finalement de tuer les entités cosmiques, donc elle peut tuer le Spectre, elle peut tuer le Phantom Stranger, etc. En gros, on l'utilise quand il y a un mec qu'on peut pas tuer, ben on utilise ça pour le tuer, voilà, finalement son utilité. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite glissade, voilà, une petite aparté sur Crime Bible, Five Lessons of Blood,
dans lequel, qui est un comics du coup de Greg Rucka, dans lequel on voit finalement la Spear of Destiny, et franchement ce comics est juste absolument incroyable, il est basé sur la Bible, et même qu'à des moments il y a des messages cryptés qu'il faut décrypter soi-même. Vraiment lisez ce comics, Greg Rucka c'est un putain de scénariste, il est beaucoup trop fort. Fin de la partie 1. Et en numéro 6, vous le connaissez tous, le casque de Dr Fate finalement du coup, qui contient l'âme de Nabu. Si on le cumule avec l'amulette d'Anubis et la cape du destin, en gros quand on combine ces trois artefacts, et ben on peut du coup devenir le Dr Fate, l'agent principal des seigneurs de l'ordre. Vous connaissez évidemment sa puissance, il est juste démesuré. Ça permet évidemment d'accéder à une quantité de magie qui est juste phénoménale et 100 fois supérieure à celle de n'importe quel humain. Le casque donne aussi également accès à la connaissance de Nabu, du coup le seigneur de l'ordre, ce qui permet d'avoir une quasi omniscience et une longueur d'avance sur tous les personnages humains. Évidemment dans les pouvoirs magiques que ça confère, et ben vous avez tout ce qui est contrôle élémentaire, donc vous pouvez contrôler n'importe quoi sur Terre évidemment, projeter des illusions aussi extrêmement puissantes pour manipuler finalement vos adversaires. Et même sans les deux autres artefacts, le casque confère quand même des pouvoirs absolument immenses, et vraiment je vous conseille de lire Justice League Dark Rebirth, parce que du coup il y a un arc qui est consacré qu'à Dr Fate et surtout à Nabu du coup qui prend le contrôle de son hôte, et vraiment ce run est juste absolument incroyable. Lisez-le, c'est un des meilleurs runs Rebirth de très loin. Ce qui est vraiment très bien dans ce run, c'est qu'on se rend compte de la puissance de Dr Fate qui est juste abusée. Vous le savez sûrement, mais dans les anciens comics c'était juste n'importe quoi, c'était vraiment le perso le plus fort avec le spectre, enfin genre rien ne pouvait l'arrêter. Son pouvoir a beaucoup été réduit depuis surtout Crisis on Infinite Earth, mais là dans ce run Rebirth on se rend bien compte quand même de toute sa puissance, et en plus les pages de Alvaro Martinez Bueno sont juste magnifiques, tu te fais éclater la rétine. Et on arrive déjà à la moitié de ce classement, parce qu'en numéro 5 c'est la White Lantern Battery qui donne évidemment son pouvoir au White Lantern. J'espère pour vous que vous avez lu Blackest Night, parce que là ça va spoiler à tir larigot. Je vous propose de passer directement à la suite grâce au chapitrage si vous voulez pas être spoilé bien sûr. Mais sinon vous allez voir, sa puissance est juste démesurée, car grâce à l'anneau de White Lantern, du coup les membres du White Lantern Corps ont pu battre Necron, qui est juste un des dieux de la mort les plus puissants. Je ferai une vidéo aussi d'ailleurs sur les dieux de la mort, mais Necron en gros ça représente finalement l'absolution de la mort, son côté inéluctable et son côté surtout maléfique, terrifiant. Et on voit bien dans Blackest Night que tous les corps de lanterne réunis ne peuvent pas vaincre le Black Lantern, il y a seulement le White Lantern qui peut y arriver, et d'ailleurs il peut aussi battre l'Anti-Monitor qui se réveille, donc vraiment leur puissance est juste démesurée. Cependant il faut bien noter que ceux qui sont choisis pour être des White Lantern ne sont pas pleinement conscients de leur acte, ils sont un peu manipulés par la lumière blanche qui est vraiment extrêmement puissante. Mais en plus de donner un pouvoir surpuissant à ses utilisateurs, la White Lantern Battery permet aussi de ramener les gens à la vie, ce qui est très pratique, et c'est vraiment une arme qui est juste surpuissante et qui n'a pas vraiment d'équivalent dans l'univers DC Comics, mais elle est qu'à la 5ème position parce qu'elle possède quand même des limites. Et en plus, comme je vous disais, l'entité de la lumière blanche prend le contrôle un petit peu sur ses utilisateurs, du coup ce n'est pas une arme qui est totalement pleinement utilisable. La chaise de Mobius est un des véhicules, enfin parce que oui c'est un véhicule quand même à la base, les plus puissants de l'univers DC Comics. Ça permet de voyager évidemment dans le temps, dans les dimensions et dans l'espace. Mais évidemment son atout principal, vous le savez, c'est que quand on pose son gros cul dessus, eh bien on devient nigh omniscient, c'est-à-dire que toutes les connaissances de l'univers sont quasiment à notre portée, on sait quasiment tout sauf les trucs beaucoup trop méta comme par exemple la présence etc. Et pour être un petit peu plus précis en fait, elle contient toute la connaissance du nouveau dieu Metron, parce qu'évidemment c'est son ancien utilisateur, et du coup lui son truc c'était d'explorer l'univers, de tout découvrir et de tout comprendre et de tout connaître. Du coup effectivement le spectre de connaissance de la chaise est juste ultra large. En plus de ça, elle a aussi été imprégnée de l'énergie de Dr Manhattan, ce qui lui permet d'avoir un spectre complet du coup aussi sur le passé, le futur et le présent, mais aussi les futurs alternatifs et les passés qui se sont du coup fait reboot par les différentes crises. Et bien sûr elle possède aussi évidemment tout un arsenal de rayons laser, de protection, de rayons tracteurs etc. Mais bon on n'est plus vraiment à ça près. Mais encore une fois, petite limite qui fait qu'elle n'est pas plus haut dans le classement, c'est qu'en gros si on s'assoit dessus et qu'on n'en est pas digne, et ben on meurt, qui est assez relou. Le principe d'une arme c'est de tuer les autres gens, pas de se tuer soi-même, sinon ça n'a aucun sens. Ah la Miracle Machine, qu'est-ce que je déteste ce truc dans DC Comics, parce qu'évidemment c'est extrêmement puissant, ça permet de transformer finalement les pensées, les volontés et les rêves en réalité. Mais on ne la voit jamais utilisée, voilà, finalement c'est toujours un peu mystérieux, c'est très chiant, voilà, moi j'aime pas du tout ce genre de truc. Alors oui on la voit dans Final Crisis, Superman qui l'utilise, mais on voit pas exactement son impact sur l'univers et on ne connaît surtout pas sa limite. Moi je veux voir jusqu'où est-ce que ça peut aller ce genre de truc, parce que si ça permet de transformer les pensées en réalité,
quelle dinguerie tu peux faire avec ça. Mais évidemment non, la Miracle Machine est protégée par le coffre-fort de la Légion de super-héros. Du coup la Légion de super-héros c'est un peu, si vous voulez, la Justice League mais du 30e siècle, et du coup ils ont un coffre-fort qui est impénétrable et la machine dort dedans. Voilà, finalement elle ne sert absolument à rien. Et du coup j'ai pas trop de quoi vous parler en fait, c'est ça qui est un peu relou. Je peux vous dire que c'est les gardiens de Oa qui ont donné du coup en 2060 finalement la Miracle Machine à la Légion des super-héros. Elle a aussi probablement été créée par Metron parce qu'ils ont les mêmes symboles etc finalement sur la machine que sur sa tête. Voilà, c'est le seul lien qu'il y a entre les deux trucs hein, mais on sait jamais. Et je vous avoue personnellement que j'ai un peu la flemme de relire les Adventure Comics de 1968 pour trouver des traces de cette putain de machine, donc on passe directement à la suite. L'équation d'Antivie, c'est un peu l'arme ultime si vous voulez, c'est la bombe atomique du DC Comics Universe. Finalement ça n'a absolument aucun sens, c'est même pas une arme, c'est une arme de destruction massive le truc. Vous le savez, c'est le but ultime de Darkseid de trouver l'équation d'Antivie, qui est en fait une formule mathématique qui serait transcendantale et qui permettrait de contrôler toute vie. Ça n'a absolument aucun sens, c'est beaucoup trop puissant. Darkseid lui-même affirme que cette équation pourrait contrôler le libre arbitre des personnes, ce qui permettrait d'asservir finalement tout le multivers. Bon après bien sûr l'équation a beaucoup évolué à travers le temps, hein, que ce soit au début dans les comics de Jack Kirby, elle n'a rien à voir avec l'équation qu'on a maintenant du coup qui serait une quête pour Darkseid dans les comics modernes. Mais finalement ça reste toujours l'arme ultime des méchants, du coup leur arme la plus puissante, et que s'ils mettent la main dessus c'est la fin de l'univers. Et l'exemple le plus parlant c'est évidemment Deceased, où du coup Darkseid met la main sur l'équation d'Antivie. Évidemment vous connaissez l'histoire, sauf que ça part en couille, même lui se fait contaminer par l'équation et tout le monde devient des anti-vivants, du coup des êtres qui sont là uniquement finalement pour tuer ceux qui sont vivants, et après ça part en épidémie de zombies. D'ailleurs la fin de DC de ce mois-ci c'est absolument exceptionnel avec Erebos, le nouveau dieu méchant du chaos des grandes ténèbres. Putain c'était beaucoup trop stylé, mais je vais pas vous spoiler parce que c'est sorti la semaine dernière, donc voilà, si jamais il y a des gens qui veulent le lire et que vous n'avez pas eu le temps de le lire en VO, voilà je ne spoil pas parce que ça c'est vraiment trop récent pour le coup. Et je pense que mettre l'équation d'Antivie en top 2 c'est pas non plus déconnant parce que c'est finalement l'arme de dissuasion finale finalement de DC Comics. Mais il y a une arme à laquelle on ne pense pas parce qu'elle est souvent top 1 dans les autres tops des gens, j'ai regardé un petit peu sur internet, mais il y a une arme à laquelle personne n'a fait référence, je ne l'ai jamais vue sur aucun top, que ce soit sur les forums, sur les posts, sur les pages du coup internet ou encore sur les vidéos, mais le top 1 pour moi c'est clairement Mais avant de passer au top 1, moi j'aimerais quand même vous donner quelques mentions honorables. Tout d'abord on a le Kashida qui est le scarabée de combat, le Battle Scarab du coup évidemment de Blue Beetle, qui est une arme alien qui permet d'être extrêmement puissant quand on est lié avec elle. On a aussi évidemment le lasso de la vérité et les bracelets de la soumission qui sont du coup les artefacts de Wonder Woman. De la même manière on a le trident de Neptune qui est extrêmement puissant, qui est du coup le trident de Aquaman. Dans les trucs extrêmement puissants on a aussi le War World. Bon moi je considère pas ça vraiment comme une arme, après c'est comme vous voulez. Moi pour moi une arme c'est vraiment un truc que tu as dans ta main et qui permet de casser la gueule à des gens. Par exemple, je sais pas, le Cosmic Staff de Stargirl, c'est une arme très puissante. Aussi le Soul Taker finalement de Katana, ça pour moi c'est des vraies armes. Bon évidemment quand on a le Soul Taker, faut faire quand même attention de ne pas piéger son propre mari dedans, hein, voilà la petite boulette. Mais trêve de plaisanterie, passons directement à l'arme la plus puissante de tout DC Comics. The Unwritten Horn. Pour plus de détails évidemment je vous renvoie à ma vidéo sur The Unwritten Léviathan ou encore sur le Run The Unwritten, qui est vraiment, j'ai deux vidéos que j'ai fait dessus, c'est absolument incroyable. Mais en gros pour ceux qui connaissent pas The Unwritten, alors comment vous résumer ça, c'est une série Vertigo où en gros toutes les histoires que l'on se raconte sont réelles du coup dans leur réalité. Je sais que la phrase n'a pas grand sens mais réfléchissez-y, en fait c'est un peu de sens. En gros quand on raconte une histoire elle devient réelle et en fait c'est du coup une espèce de jeu d'échelle infinie avec des histoires dans l'histoire dans l'histoire, c'est un peu Inception finalement du comics. Sauf que du coup à la différence de Inception, chaque strate de réalité elle est bien réelle, du coup c'est vraiment un truc qui existe comme un multivers à part si vous voulez à chaque fois. Tout ça pour vous dire que dans cet univers il existe du coup une trompette innommée du coup qu'on appellera The Unwritten Horn du coup, et cette trompette permet tout bonnement et simplement de faire disparaître une réalité et la faire du coup directement retourner à son état d'Overvoid. Voilà, c'est l'arme ultime, tu souffles dedans, plus rien n'existe, plus de multivers, plus de dieux, plus de ends, plus de rien du tout, enfin ça détruit tout en fait, il y a juste ça, efface l'histoire. Alors évidemment ceux qui sont liés du coup au Léviathan des histoires résistent parce qu'on a bien vu que Tommy Taylor, lui qui est lié au Léviathan d'histoire qui permet du coup de se balader, c'est une entité qui permet de se balader justement entre les différentes strates de récits, et ben lui du coup il peut survivre pour aller dans un autre récit, mais du coup tous les personnages qui y étaient sont tous morts. Let's go! Donc voilà, moi je l'avais jamais mentionné nulle part, mais franchement pour moi c'est l'arme ultime, il n'y a aucun débat dessus. Du coup n'hésitez pas à me donner votre temps en commentaire, évidemment ça m'intéresse fortement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est un peu le rush en ce moment faire des vidéos, donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. N'hésitez pas à la partager si vous a plu, à vous abonner évidemment et à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de regarder de côté tracer l'autoroute.
Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?